Podcast Échec Avant, en collaboration avec Gestion Arvica Inc., McDonald's, Bull Nutrition, GMT Collection, Rénovation Calfeutrage Alchem, Deck RDP, Spark Energy Drink, Cadence Virtuelle, FDHL, All-Star Cup, Golden Break, Sliders Keepers, AAD Lab, Deck pour qui? Sabrevoix, la voûte sportive, Focus, gardien de but. Prépare-toi, l'échec avant arrive en direct dans ton écran dans quelques instants. Édition du 28 novembre 2025. C'est parti! C'est l'échec avant où le sport s'anime. Des débats passionnés, des moments sublimes. Du hockey, de la NHL au touchdown de la NFL. On vit chaque instant, on brille intensément. Les statistiques en main, on décrypte chaque jeu. Des frappes de la MLB au but ambitieux. La MLS qui monte la CFL en force. Chaque discipline nourrit nos échanges, nos ressources. C'est plus qu'un micro, c'est un rendez-vous. Une équipe, une passion, un esprit fou. On plonge dans les faits, on questionne, on apprend. L'échec avant, c'est le sport différent. Mesdames, Messieurs, comment allez-vous et bienvenue à votre échec avant, édition du 28 novembre 2025, en compagnie de Cédric, la voix mielleuse, Paquette, la voix mielleuse de votre échec avant. Cédric, comment vas-tu? Super bien, toi. Ça va très bien, ça va très bien. Grosse semaine dans la NFL, la semaine 13 qui a débuté jeudi avec plusieurs rencontres. On va d'abord revenir sur la semaine 12 de dimanche dernier. Bon, au niveau des prédictions, c'est sûr qu'il y en a déjà qu'on ne pourra pas se prononcer parce que les matchs ont déjà eu lieu, mais on va quand même, comme à l'habitude, à la fin du segment, donner nos prédictions pour le fameux dimanche. Juste avant, mesdames, messieurs, toujours la même chose. On vous invite à l'événement du 13 décembre prochain en direct du complexe HBLL de Laval. La première édition d'un tournoi décanqué de l'échec avant, c'est 585$ par équipe. Massothérapie, photographe, DJ sur place, bourse et hoodie aux gagnants. Il va y avoir également plusieurs cadeaux, dont des cartes cadeaux McDonald's, des certificats cadeaux du groupe Focus Gardien de but pour des cours privés pour aller pratiquer certaines lacunes que vous pourriez avoir en tant que gardien ou tout simplement vous perfectionner. Également, qui dit l'échec avant dit beaucoup d'animation. Donc, lors des finales, présentation des joueurs, annonce des buts et également le photo de champion avec une musique d'entrée en scène pour les joueurs avant la finale. Donc voilà, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Déjà plus de 30 équipes d'inscrites. Donc dépêchez-vous pour vous inscrire allstarcup.ca. Jeudi le 20 novembre, et oui, c'est là qu'a débuté la semaine 12. Houston qui avait battu les Bills. On en avait déjà parlé, donc on s'en va du côté du dimanche 23 novembre. Les Ravens qui ont profité d'un passage où ils accueillaient les Jets pour aller signer un important gain, Cédric. Ouais, les Ravens qui sont de retour, là, qui étaient en tout cas de retour avec cette victoire-là au-dessus de leur division, donc qui se plaçaient dans une bonne position là, pour faire les séries d'ici la fin de la saison. Autre rencontre maintenant, celle des Bears et des Steelers. On a eu le droit à un début de match avec beaucoup de points. Les Bears, honnêtement, connaissent toute une séquence. Moi, j'ai envie de te demander, est-ce qu'il y a une équipe qui va être capable de les arrêter? Parce que là, on accumule les victoires. On est en mode série du côté de Chicago. Et honnêtement, Caleb Williams joue du très gros football. Oui, absolument. Puis écoute, on aurait pu penser que c'était les Eagles qui allaient être capables de les arrêter, mais là, cet après-midi, les Eagles qui ont été défaits eux aussi par les Bears, donc comme tu l'as dit, là, sur une excellente lancée. Puis ça va être intéressant de voir
Si les Bears continuent comme ça et réussissent à faire les séries, voir comment on va être capable de performer du côté de Caleb Williams sous la grosse pression et grosse lumière des séries éliminatoires de la NFL. Donc, une équipe très, très, très intéressante à suivre là, pour le reste de la saison et pour les séries. Oui, assurément, là, j'ai bien hâte de voir la suite des choses. Les Bears, The Bears, comme dirait Renaud Lavoie, sont en mission. Cincinnati Pats, ça a mal débuté avec une interception du côté de Drake Mayer dans la rencontre qui s'est de mémoire retourné pour un toucher. Ou ça s'en est suivi un toucher par la suite pour les Bengals. Sans trop de peur, Drake Mayer est revenu à lui-même, a repris ses esprits. Une poussée de 17 points au deuxième quart. On prenait alors les devants. Et on a pu regarder en arrière par la suite. Victoire de 26-20 contre les pauvres Bengals. Ouais, les Bengals qui ont retrouvé là, les services de Joe Burrow cette semaine, là, jeudi, pour leur match contre les Ravens. Donc, bon, qui était encore sans Joe Burrow. Et là, les Patriots qui sont encore sur une très très belle lancée. Comme tu as dit, le Drake May, mauvais départ, mais par la suite, on se retourne puis on va chercher la victoire. Statistique intéressante du côté de Drake May, là, je ne sais pas si c'est encore le cas avec le début de la semaine 13, mais après la semaine 12, c'était lui le meneur là, dans la NFL pour les verges par la passe. Et ce, sans aucun match de 300 verges cette saison. Donc, quand même assez intéressant. Là. C'est sûr qu'il a joué plus de matchs. Là. C'est une des rares équipes qui n'ont pas eu de semaine de bail encore. Mais quand même assez intéressant pour un jeune carrière là, comme statistique. Ce qui est intéressant, c'est que tu as soulevé un point important. Quand on regarde, exemple, un corps arrière comme Jared Goff avec les Lions, c'est pas un corps arrière qui va chercher des hauts totals de verges. Mais il gagne ses matchs, met des points au tableau. Drake Mayer, c'est un peu ça. Va mettre des points au tableau, va récolter des passes de toucher, intelligent avec le ballon, va pas forcer le jeu, a pas des hautes récoltes de verges par la passe, mais va chercher les gains importants. Je veux pas comparer les deux, mais tu sais, quand on fait un comparatif de statistiques, les deux sont quand même là, quelque chose d'intéressant pour la suite là, pour Drake Mayer. Packers, Vikings, rien ne va pour JJ McCarthy et les Vikings. Green Bay reprend le chemin de la victoire. Vont chercher des victoires importantes en vue des éliminatoires. Une victoire de 23-6. Ensuite, Écoute, juste avant que tu continues, on a dit la semaine passée, tu parlais de JJ McCarthy, j'ai dit que c'était encore un jeune carrière avec beaucoup d'espoir. Là, je commence à avoir des doutes aussi de mon côté. Là. Je sais pas si c'était juste pour cette semaine, mais j'ai vu la statistique passer comme quoi son passer rating, là, la statistique qui détermine là, la qualité des passes des carrières, était plus basse que s'il y avait juste spike le ballon à tous les jeux. Donc, ça te donne une idée d'à quel point ces prises de décision sont vraiment très difficiles là, depuis le début de la saison. puis à quel point c'est difficile. Il est 12-19, 87 verges et 2 interceptions. Quand on dit que ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Et ça revient à ce que je disais la semaine dernière. Avant sa venue dans la NFL, il avait moins de 5 défaites en carrière, toutes catégories incluses depuis qu'il joue au football. Et là, ça va vraiment pas bien. Là. Était-il surévalué? Jouait-il dans des équipes où on était capable de bien l'entourer? Et là, il se retrouve avec les Vikings qui pourtant ne sont pas... Il a des bons receveurs quand même. Il y a un très bon receveur en Justin Jefferson. C'est ça qui est un peu, je dirais, mélangeant pour moi. C'est quand même intéressant de voir, justement, tu l'as dit, là, un carrière qui était un très bon prospect. Puis là, on lui donne un Justin Jefferson pour attraper le ballon. Puis oui, on parle des fois des carrières. Des fois, c'est la ligne à l'offensive qui crée des pressions qui ne devraient pas être là. Mais là, on lance trop haut, on lance trop bas, on lance complètement à l'extérieur du terrain. Donc, j'espère pour lui là, qu'il va être capable de tourner ça de bord un peu parce que c'est assez surprenant de le voir avoir des énormes difficultés comme ça. Même si c'est un jeune carrière, c'est quand même des très grosses difficultés, des matchs très difficiles pour lui. Les Colts d'Indianapolis qui étaient en bye week la semaine dernière, soit pendant la semaine 11, revenaient en action lors de la semaine 12 contre les Chiefs de Kansas City. Et malheureusement, on n'a pas été capable de tenir le fort jusqu'à la fin de la rencontre et les Chiefs se sont sauvés avec la victoire par 3 points. Et dans la rencontre, Pat Mahomes a pas de touche au sol, pas de touché par la passe, 352 verges, 1 interception.
sur vis-à-vis Daniel Jones qui a quand même bien fait, 19 en 31, 181 verges, 2 touchés. Décevant pour les Colts. Décevant, puis honnêtement, vers la fin du match, là, les Colts, on le sait, le Jonathan Taylor, c'est un des meilleurs porteurs de ballon de la ligue depuis le début de la saison. Pour moi, devrait être aspirant au titre de joueur par excellence de la NFL. Puis on a complètement abandonné le jeu au sol en fin de match, donc je sais pas trop qu'est-ce qu'on a essayé de faire du côté des Colts. Mais tu peux pas enlever ton meilleur gain de verge là, depuis le début du match. C'est Jonathan Taylor avait un gros début de match comme il fait à toutes les semaines. Puis on a juste comme changé de façon de faire en fin de match qui a fini par leur coûter le match. Puis les Chiefs ont fait ce qu'on sait que les Chiefs sont capables de faire, c'est-à-dire pas abandonner sous pression, puis remonter le terrain quand c'est nécessaire, puis aller chercher les points qu'il faut pour l'emporter en fin de match. Donc fort match du côté des Chiefs. Les Colts avaient quand même relativement bien débuté, mais on s'est fait remonter un petit peu là, vers la fin, ça leur a coûté le match. Ouais, on menait 20-9 après 3 quarts et tout s'est écroulé, poussé de 11 points des Chiefs au 4e quart et un botté de placement de 3 points en prolongation pour la victoire. Seahawks, Titans, ça a été un match intéressant rendu au 3e quart, une poussée de 14 points des Titans. 7 points au 4e quart, mais les Seahawks, qui malgré aucun point inscrit au 4e quart, ont su tenir le fort et l'emporter 30-24. Jacksonville, Arizona, on a eu chaud du côté de Jacksonville. On l'a emporté en prolongation avec un botté de 3 points, 27-24. Ça n'a pas été facile pour Trevor Lawrence. 3 interceptions malgré 3 passes de toucher. C'est tout ou rien pour cette carrière-là. Hein. Présentement, là, il gagne, mais très chanceux. C'est ça qu'il va falloir qu'on trouve une solution de ce côté-là, parce qu'on peut pas. On va peut-être être capable de se permettre de faire les séries là, parmi les équipes repêchées pour les Jaguars, mais on s'entend que c'est pas comme ça que tu vas aller chercher des gains en séries éliminatoires. Donc, si on continue comme ça, là, je serais vraiment pas surpris de voir les Jaguars rentrer par la porte d'en arrière dans les séries puis se faire sortir assez rapidement. Non, 100% d'accord. Browns Raiders, victoire des Browns, première victoire de Sheeters Sanders, qui n'a pas mal fait. Ça a été un bon match pour lui. A montré de belles choses. Les Raiders ont été les Raiders. Geno Smith a été Geno Smith. Donc, les Raiders qui se sont inclinés. Dallas Eagles. Les Cowboys n'ont jamais abandonné. Et les Cowboys commencent à en surprendre plusieurs. Il faut rappeler au début de la saison, on a échangé Micah Parsons du côté de Green Bay. On s'est dit la défensive. Et la défensive, malgré un début de match difficile, a été capable de tenir le fort. Et l'offensive des Cowboys a pris son envol contre les Eagles, victoire de 24-21. Absolument, puis c'est une remontée là, complètement spectaculaire. On perdait 21-0 avant d'aller chercher ces 24 points-là consécutifs pour battre les Eagles. Et là, oui, les Cowboys qui se mettent dans une position un peu plus favorable pour essayer d'aller chercher une place en série. Je pense que ça va quand même être difficile, mais là, c'est les Eagles qui commencent à en reperdre un petit peu, que je pense que il va commencer à faire chaud à Philadelphie. Puis, comme j'ai mentionné tantôt, une défaite suite à ça contre les Bears là, aujourd'hui. Donc, il commence à faire chaud un petit peu pour Philadelphie. Évidemment, je pense qu'on va être capable d'aller chercher une place en série aisément, mais on peut pas continuer à jouer avec le feu comme ça trop longtemps. Non, 100% d'accord. Nouvelle-Orléans-Atlanta, Kirk Cousins a sorti une belle performance, l'ancien des Vikings, une victoire de 24-10, alors que ce n'était pas Spencer Rattler qui était là, mais Tyler Shug qui était là pour les Saints. De son côté, c'est une récolte de 243 verges, a eu une interception, 30 en 43, quand même un gros taux de réussite. Mais les Saints qui n'ont pas été capables de faire le travail. Dure rencontre pour les Buccaneers de Tampa Bay qui ont vu le possible MVP de la saison, Baker Mayfield, s'écrouler après une tentative en fin de deuxième quart, a tenté la longue passe, s'est blessé, n'est pas revenu dans la rencontre. Là, ça fait mal pour les Buccaneers. Oui, les Buccaneers, il y avait déjà beaucoup de blessés avant ça, là, quelques-uns qui étaient revenus. On a des joueurs qui sont pas encore de retour. Puis là, honnêtement, je pense pas que c'était nécessairement le bon jeu. Là, c'était pas le dernier jeu du match. Donc, je trouve que ça servait peut-être un peu à rien d'essayer cette longue passe-là, puis de s'effondrer par la suite, là, malheureusement. Donc, je pense que c'était un jeu qui était un petit peu mal pensé. C'était pas nécessairement nécessaire. Donc, là, on perd Baker Mayfield pour. J'ai pas vu d'update là, sur Non, il n'y en a temps pas encore. la durée là, justement de sa blessure, donc il n'y en a pas encore. Donc c'est un coup dur pour les
les Buccaneers qui avaient trouvé le moyen de rester compétitifs, surtout grâce à Baker Mayfield, là, malgré toutes les blessures, étaient capables d'orchestrer là, des remontées de terrain en fin de match pour aller chercher des victoires. Mais là, sans Baker Mayfield, ça va être difficile du côté des Buccaneers de continuer sur le chemin de la victoire, de retrouver en fait le chemin de la victoire. Puis les Rams, eux, qui continuent là, des grosses performances. Matthew Stafford, si je me trompe pas, c'est quelque chose comme 27 passes de toucher consécutives sans lancer une interception. Quelque chose comme ça dans les 2 dernières saisons cumulées, je pense. Donc les Rams qui font des très belles choses et là les Bucks qui s'effondrent un peu selon moi. Soirée difficile dans le Monday Night Football alors que les 49ers affrontaient les Panthers de la Caroline. Les Niners qui l'ont emporté malgré 3 interceptions de Brock Purdy. Une victoire de 20-9 des Niners à domicile qui, on va se dire, ça n'a pas été du gros football de Brock Purdy, ça n'a pas été du gros football en général, mais les Niners qui restent dans le coup malgré tout. Ouais, puis les Panthers, c'est vraiment coup-ci coup-ça. Je commençais à penser qu'on avait le droit à une bonne équipe en milieu de saison. Finalement, bon, un match plus difficile lundi dernier. Donc, les Niners qui, malgré tout, là, au début de la saison, on pensait peut-être que ça allait être difficile avec toutes les blessures. On a été capable de rester compétitif. Puis là, en ayant nos joueurs qui reviennent peu à peu, on se trouve dans une bonne position. Puis on trouve des moyens de continuer à gagner des matchs de football. Donc, bon, pas la meilleure performance pour les Niners, mais on continue de trouver des façons de gagner, puis c'est ça l'important. C'est l'heure d'aller vers nos fameux top 5, Cédric, le top 5 des meilleures équipes dans la NFL et des pires équipes dans la NFL. Quel est ton top 5 winner? Ma 5e équipe, j'ai les Broncos. C'est en partie parce qu'ils n'ont pas joué cette semaine, donc c'est un peu dur là, de comparer. On ne sait pas où est-ce qu'on en serait avec une victoire ou une défaite. Donc les équipes qui ne jouent pas descendent généralement dans mes top 5. C'est aussi, j'en ai parlé plusieurs fois, selon moi, les Broncos, oui, beaucoup de victoires, mais pas nécessairement toutes très convaincantes. Donc je les ai encore dans mon top 5, mais 5e. J'avais, juste avant la victoire des Bears, les Bears en 5e, mais avec cette victoire-là face aux Eagles, pour moi, ils sont montrés en 4e position. Sur une excellente lancée de 6-7 victoires consécutives. Quelque chose comme ça, 5-6-7. Je vais te dire ça. Donc, très, très, très grosse lancée pour les Bears. Caleb Williams joue du gros football. Là, on doit être en V4. Les Bears, V4 puis V5 avec le match de donc jeudi. 5 victoires consécutives. Donc, c'est ça. J'ai passé les Bears par-dessus les Broncos. Selon moi, c'est même plus convaincant contre des équipes plus compétitives. On gagne par plus de points. On n'attend pas au 4e quart les Broncos. Donc, les Bears en 4e position. En 3e position, j'ai les Seahawks. Ça n'a pas été nécessairement facile cette semaine, mais on trouve encore des façons de gagner. L'équipe joue bien en général. Ce qui m'a permis de monter en 2e position mes Patriots. J'étais un petit peu plus conservateur, je ne veux pas être trop un homer là, puis les mettre trop dans mes top 5, mais là je pense que c'est mérité. On est 10-2 depuis le début de la saison, la seule équipe avec 10 victoires jusqu'à date. Les Patriots qui font bien, c'est certain que j'en parle à toutes les semaines, là, la compétition n'est pas nécessairement la crème de la NFL. Là, on joue contre des équipes un peu de bas de classement, mais on réussit à gagner les matchs qu'on devrait gagner. Donc les Patriots en 2e position et 1re position, ça bouge pas depuis la semaine passée. J'ai encore les Rams, Matthew Stafford qui, là encore plus avec la blessure de Baker Mayfield, est selon moi le favori pour le joueur par excellence. Donc les Rams jouent du gros football, offensivement, défensivement, les unités spéciales, tout roule pour les Rams de Los Angeles. 5e position pour ma part. La semaine passée, j'avais Bears, Eagles, Rams. J'avais Eagles, Rams, Broncos, Pats et Colts. Cette semaine, je sors les Eagles. Je fais rentrer les Bears en 5e position. Les Broncos glissent au 4e rang dû au fait qu'ils ont eu le fameux bye week. Les Rams, je les conserve au 3e rang, mais là où c'est intéressant, je switch la 1re et la 2e position et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre sont maintenant premiers avec les Colts derrière, 10-2. Oui, tu as soulevé un point intéressant. On n'affronte pas la crème de la crème, mais les Patriots gagnent. Drake Mayer gagne. Les Patriots sont là où personne ne les voyait aller. Si je te dis demain, on a un match Bears-Pats, Lions-Pats, Cowboys-Pats, Ravens-Pats, les Pats peuvent être favoris. Il fut une saison, peut-être 2 saisons même,
On n'aurait jamais mis les Pats favoris dans ces rencontres-là. Et présentement, il se passe de quoi en Nouvelle-Angleterre? Donc, on va rendre à Drake Mayer ce qu'on doit donner à Drake Mayer. Et les Pats sont 10-2 et s'emparent de mon premier rang. Top 5 des pires équipes dans la NFL. Arizona reste 5e. Les Jets 4e. Raiders 3e. Giants 2e. Et les pauvres Titans au premier rang. De ton côté? J'ai pas mal la même chose. À la place des Cardinals, j'ai les Saints en 5e position, Jets 4e, Raiders 3e, Giants 2e et Titans en première position. Les Titans qui sont la seule équipe avec une victoire dans la NFL jusqu'à date. Donc tout dernier pour moi. On l'a dit, présentement, dans la semaine 13, il y avait 3 rencontres en lien avec l'Action de grâce là, américaine. Donc, 3 matchs jeudi dernier. À commencer, il y a eu les Packers contre les Lions. J'aurais perdu ma prédiction parce que j'aurais mis les Lions. Victoire de 31-24. Les Packers sont de retour. Là, la machine est repartie. Il va falloir faire attention, mais c'est à voir si ça va se poursuivre. Dallas, KC, j'aurais eu cette prédiction. KC, j'y crois pas, je suis désolé. Dallas, on a eu chaud à la toute fin. Pat Mahomes a été Pat Mahomes au 4e quart, mais les Cowboys sont présents. On a tenu le fort, on a joué intelligent en fin de match, on a joué le cadran. On n'a pas été dangereux, on n'a pas joué d'audace. On a joué du football d'éliminatoire, si je peux le dire comme ça. On a brûlé les temps d'arrêt, on a brûlé les temps. Chapeau aux Cowboys qui s'accrochent toujours à l'espoir de peut-être faire les éliminatoires. Les Bengals ont retrouvé Joe Burrow. Et les Bengals ont finalement signé une victoire contre les Ravens qui, eux, ont trouvé le moyen de perdre un match important à Baltimore. Cédric, les Ravens étaient sur une séquence et ça s'est abruptement terminé face au retour de Joe Burrow. Ouais, c'est le retour de Joe Burrow a injecté une grosse dose d'énergie dans cette équipe-là. Je voyais quand même Baltimore l'emporter. J'avais quand même noté mes prédictions, honnêtement, des 4 matchs de la semaine qui se sont joués, j'en aurais pas eu un. Moi, de mon côté, j'aurais prédit KC là, avec la victoire face aux Colts. Donc, Baltimore qui se sont fait donner pas une correction, mais quand même, c'était pas nécessairement si proche que ça du tout. Donc, Cincinnati qui retrouve le chemin de la victoire avec Joe Burrow. Je pense qu'on est quand même un petit peu loin là, pour penser espérer aux séries, mais ça va être intéressant de voir comment on est capable de terminer la saison avec le retour de Joe Burrow. Est-ce qu'on est capable d'enligner quelques victoires, essayer de rester compétitif au moins? Présentement, on est très loin. Là. On est 4-8. Si je regarde dans les équipes repêchées du côté de l'américaine, ça prendrait une solide remontée des Bengals. Parce que là, présentement, dans les équipes hors du portrait, à 6 victoires, on a les Texans, les Chiefs et les Ravens. Donc ça va prendre une solide remontée des Bengals si on veut espérer parvenir. C'est pas terminé, on n'est pas encore éliminé. Mais on va commencer à faire très chaud. Très chaud. Chicago Eagles à Philadelphie, ça s'est joué ce soir finalement. Plutôt cet après-midi, pardon, à 15h. Les Bears de Chicago ont poursuivi 5e victoire de suite contre les Eagles. On a parlé un peu de la nonchalance des Eagles, du fait qu'on joue coup-ci, coup-ça depuis certains matchs. On a peut-être pris les Bears à la légère et Chicago signe un 5e gain consécutif. J'aurais probablement été 2-2 si j'avais pris mes prédictions de ces 4 matchs-là, puisque j'aurais mentionné Lyon, Dallas, Baltimore et Chicago. Parce que je crois plus ou moins aux Eagles, puis à chaque fois que je prends les Eagles, je me fais avoir. Donc voilà une belle victoire des Chiefs qui poursuit leur ascension vers les éliminatoires. On est présentement 2e dans la nationale en termes de classement éliminatoire derrière les Rams qui ont une défaite de moins. C'est assez impressionnant, un différentiel de plus 127 pour les Rams de Los Angeles. C'est l'un des meilleurs différentiels dans la ligue présentement. On a les Colts à plus 112 et Seattle à plus 107.
allons vers nos prédictions du dimanche 30 novembre. Plusieurs matchs, comme à l'habitude. On a un total de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 matchs dimanche et le match du lundi soir. Cédric, les Jaguars visitent les Titans au Tennessee. De mon côté, malgré un match de 3 interceptions et une victoire à l'arraché, Jacksonville l'emportera. Oui, c'est assez difficile là, de se ranger du côté des Titans à ce temps-ci de la saison. Donc, j'y vais aussi avec les Jaguars, là, comme tu l'as dit, malgré une performance un peu difficile la semaine dernière. Les Titans, c'est l'équipe pour se relancer du bon côté. Rams, Panthers, on l'a dit, Matthew Stafford et les Rams sont en mission. On joue du gros football. Les Rams vont l'emporter en Caroline. Je suis bien d'accord avec toi, les Rams, pour moi aussi. Duel intéressant entre un jeune corps arrière et un sélectionné très loin dans son rang de repêchage, Brock Purdy et Shadur Shedeur Sanders. c'est ça, exactement. À Cleveland, tu te ranges derrière qui? Je me range du côté de San Francisco. Oui, Cleveland ont été capables d'aller chercher une victoire dans le premier départ de Sanders, mais ça a été vraiment pas une mauvaise performance de Sanders, mais Myles Garrett avec 3 sacs, je pense, dans un seul match. Donc, c'est pas quelque chose qui est soutenable pour Cleveland. Je pense qu'on a eu un boost avec le nouveau carrière, comme les Giants quand Jackson Dart s'est amené en relève à Russell Wilson. Donc, pour moi, c'était un match pour Cleveland, mais San Francisco, malgré, encore une fois, une performance un petit peu plus difficile la semaine dernière, je pense qu'on est capable de battre les Browns là, assez facilement. Houston, Indianapolis, les Colts qui vont être à la maison vont devoir reprendre le chemin de la victoire et l'emporteront contre les pauvres Texans, privés toujours de CJ Stroud. Alors, je pense que CJ Stroud est disponible pour jouer. Je me demande simplement si c'est bien le cas. Là, je suis pas certain si c'est bien ça que j'ai vu tout à l'heure. Est-ce qu'on va considérer garder Davis Mills qui n'a pas perdu cette saison encore? Je pense qu'on est sur une série de 3 victoires du côté de Houston depuis que CJ Stroud s'est blessé. Donc ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'on fait. Je pense cependant, comme tu l'as dit, que Indianapolis devrait l'emporter tout de même. Je pense que les Colts sont une équipe beaucoup plus solide overall, mais ça pourrait être plus serré que ça en a l'air. Les pauvres Dolphins vont l'emporter à Miami alors qu'ils affrontent les pauvres Saints de la Nouvelle-Orléans. C'est vraiment un affrontement de pauvres. Ouais, un match de pauvres. Je suis d'accord avec toi, on va être à Miami en plus. Les Dolphins qui sont un petit peu sur la remontée depuis quelques semaines, c'est un petit peu moins pire que c'était au début de la saison. Donc j'y vais avec les Dolphins aussi. Falcons, Jets à New York, là où il ne pleut pas des victoires, mais il pleut des larmes. Du côté des partisans new-yorkais, rien ne va du côté des partisans new-yorkais. Les Rangers ne gagnent pas, les Giants ne gagnent pas, les Jets ne gagnent pas. Puis les Highlanders, ben c'est coup-ci, coup-ça. C'est correct. Fait qu'on va se ranger du côté d'Atlanta dans ce match-là de mon côté. Je me range du côté d'Atlanta aussi. C'est un autre duel de pauvres, mais je vais du côté d'Atlanta. Un duel qui pourrait être également un duel de pauvres si on regarde ça comme ça. Arizona, Tampa Bay qui sera privé de Baker Mayfield, ce qui me force à me ranger du côté de l'Arizona pour ce match. J'ai pris la même décision avec le même raisonnement et c'est 3 matchs de suite qui sont probablement des duels de pauvres. Honnêtement, pas de Baker Mayfield, beaucoup moins de valeur là, d'entertainment du côté de Tampa Bay, donc j'y vais avec l'Arizona aussi. J.J. McCarthy va visiter les Seahawks à Seattle. Sam Darnold est en mission pour les Seahawks. On va l'emporter à la maison du côté de Seattle. À 100%, ça pourrait même être une victoire écrasante là, du côté de Seattle. C'est ce que je pense. Chargers, Raiders, Geno Smith va visiter les Chargers. Et les Chargers vont l'emporter à la maison. Là. Je veux dire, il n'y a même pas de débat. Là. Les Raiders sont mauvais. Geno Smith est pourri. On doit-tu rire présentement du côté des Seahawks? Quand Sam Darnold est arrivé à Seattle, tout le monde hurlait. Et là, je pense qu'aujourd'hui, on hurle pas. Mais on applaudit. La bonne décision a été prise parce que, tu l'as dit, Geno Smith, il n'y a rien qui va pour lui. On dit il est mauvais. Sa tête avec la visière dans le cou, je sais pas trop. C'est un des carrières qui a énormément de difficultés et puis c'est assez impressionnant vu la saison qu'il y a eu l'année dernière. C'est fou. Donc, je me range du côté des Chargers aussi, évidemment. À Los Angeles en plus, je pense que les Chargers vont remporter ce match-là. Les Bills, actuellement,
me font peur. On parlait de la défensive au début de la saison, comme à chaque saison. Les Bills ont su tenir le coup. Offensivement, depuis plusieurs matchs, c'est difficile. La défensive, oui, est poreuse, mais parvient à stabiliser un peu le nombre de points donnés par match. Est-ce que Josh Allen veut trop en faire? C'est ce que je pense. On voit les Pats qui sont là où les Bills devraient être en ce moment. Est-ce que Josh Allen ressent de la pression actuellement? C'est ce que je crois. C'est simple, on n'a pas le droit de l'échapper contre Pittsburgh. À Pittsburgh, c'est inévitable, les Bills doivent l'emporter. Complètement d'accord avec toi. Sinon, si on l'échappe face à Pittsburgh, on pourrait être en sérieuse position de manquer les éliminatoires. Et ça, c'est pas acceptable du côté des Bills qui, pour moi, c'est Super Bowl ou malheureusement, c'est un échec. Là, si on gaspille un peu le temps de Josh Allen si on ne se rend pas au Super Bowl. Donc, on doit absolument l'emporter et je pense que dans ces circonstances-là, les Bills vont être capables de l'emporter face aux Steelers. Denver, Washington, Bo Nix et le Broncos de retour dans la run pour les éliminatoires. Qu'ils ont eu un bye week, on va finir par le dire comme du monde d'un coup. Un bye week lors de la semaine 12 seront en action du côté de Washington, toujours privé de Jaden Daniels, qui, on vous le rappelle, s'est blessé il y a environ 2-3 semaines. Les Broncos jouent du gros football et les Broncos vont l'emporter sur la route. Absolument, je pense que tu l'as dit là, Washington, c'est pas facile. C'était pas facile avec Jaden Daniels, c'est encore moins facile sans lui. Puis les Broncos, ça va bien, on va continuer sur cette lancée. Cédric, les Pats en Nouvelle-Angleterre, Monday Night Football, vont recevoir les pauvres Giants de New York qui se feront lessiver contre Drake Mayer et les Pats. J'ai envie de dire attention au match piège avec le retour de Jackson Dart pour les Giants. Mais je pense que les Patriots sont capables de l'emporter assez aisément. On l'a mentionné, une des bonnes équipes dans la NFL en ce moment. Donc je me range du côté des Pats tout de même. Match être plus serré qu'on en a l'impression. Mais je pense que les Patriots sont aisément capables de l'emporter. Match piège, je sais pas. Jackson Dart m'a donné une bonne impression lors de son premier match. Mais par après, ça a été tu sais, m'a encore prendre le terme coup-ci, coup-ça, mais il n'y a eu rien d'extraordinaire. Il n'y a eu rien de convaincant. C'est un peu comme le football à la Drake Mayer, sauf que Drake Mayer est capable de compléter ses passes, capable d'aller chercher des touchés, capable de mettre des points au tableau, puis Jackson Dart, au-delà des passes complétées, on n'est pas capable de compléter la run jusqu'au bout. Fait que match piège, peut-être, mais ça va vraiment dépendre de la performance là, de Jackson Dart. Allons maintenant du côté de la LNH, segment du haut de la passerelle avec les gérants d'estrade. Le Canadien de Montréal était dans une disette, on le disait la semaine dernière, de 2 victoires et 7 défaites à leurs 9 derniers matchs depuis le 1er novembre. Ça a été très, 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 très difficile, Cédric. Et là, depuis, on a mangé la fameuse DG contre Washington, il faut se le rappeler, de 8-4. Ça a été atroce, on en avait parlé. Et là, depuis, comptant la victoire d'aujourd'hui, on va y revenir d'ailleurs, 6 points sur une possibilité de 6. Le Canadien a 3 victoires consécutives. On a battu les Leafs 5-2 où on a joué du très très bon hockey. On a battu l'Utah dans un match offensif où on s'est échangé les chances de marquer. On a été opportuniste du côté du Canadien. On a fini le travail en troisième période. On va y revenir d'ailleurs. Et le Canadien aujourd'hui, un début de match où on n'a pas eu beaucoup de lancers, mais on a été opportuniste. Après 2 périodes, c'était 6 chances de marquer sur 11 lancés. On avait 2 poteaux de Cole Caulfield. Cole Caulfield qui a manqué, aurait pu en avoir scoré 5 aujourd'hui. C'est terrible. Ce gars-là a été malchanceux. Bolduc a poursuivi son excellent travail. Alexandre Texier, qui en joué un premier, a joué un bon match. On n'a pas trop fait. On a fait juste assez. Bolduc, qui retrouve son air d'aller depuis qu'il est positionné sur le premier trio. Oui, c'est facile de dire « Ah, il joue avec Suzuki. Ah, il joue avec Caulfield. »
il faut que le gars, il travaille. Il faut que le gars, il se crée des chances de marquer. Ce que Slavkovski ne faisait pas. Oui, le gars travaillait le long des rampes. Oui, il allait chercher la rondelle. Mais au-delà de ça, il se donnait pas la chance de se fabriquer des chances de marquer. Bolduc, lui, a peut-être cette drive-là que Slavkovski n'a pas. Match où le Canadien affrontait les Leafs. Match où j'avais ce soir de party de Noël et où mon onhockey.tv était allumé sur la table. Où on s'interchangeait les goals du Canadien. J'y pensais pas jusqu'au moment où on me dit c'est 2-0 Montréal. J'ai dit c'est bon, je m'en occupe. On arrangeait ça, les boss qui m'ont regardé puis qui ont dit aïe aïe aïe, t'es-tu en train de regarder la game au party de Noël? Eh oui, quand t'es en train de jouer, Père Noël t'es en train de parler en avant, c'est correct, on laisse aller. Cédric, la veille du match Canadien-Leafs, Martin Saint-Louis a tenu une pratique d'environ 25 minutes et en sortant, on a entendu that's it. Ça a été un entraînement intense, chaudement disputé. Martin Saint-Louis avait un message à passer, a pas enlevé les pucks, a laissé les pucks là, a terminé en disant that's it. Les joueurs ont eu des meetings entre eux. Les joueurs se sont parlé dans la chambre. Je pense qu'on a vidé nos sacs. On a mis les points CI, les barres CT. Le Canadien s'est levé contre les Leafs, a joué du hockey qu'ils ont dominé du début à la fin. On a été conservateurs en troisième pour protéger notre avance. C'était voulu, Martin Saint-Louis l'a dit. On a voulu penser stratégie. On a voulu penser à protéger. Ce qu'on a bien fait. Le gardien, finalement, qui était devant la cage du Canadien, a fait le travail. Jacob Dobèche était le gardien partant. 923 d'efficacité. A repoussé 24 des 26 lancés. Le Canadien a été bon du début à la fin. Anderson 2 buts. Noah Dobson 2 garnottes. Lane Hutson qui enfin a utilisé sa shot. Slap shot, Lane Hutson, c'est 0 but de barre. Vous verrez jamais Lane Hutson décocher un plomb sur réception. Mais son fameux, tu sais, des poignets décochés dans un temps pas possible, il est temps qu'il l'utilise. On parle beaucoup d'Evan Demidov qui doit utiliser son tir. Ben, Lane Hutson devrait l'utiliser plus souvent également. Très bon patineur, très belle vision de jeu, fabricant exceptionnel. Mais des fois, une petite feinte de passe, un lancer, il a le lancé pour battre les gardiens et on l'a vu contre les Leafs. Le gardien Joseph Woll qui n'a pas été bon, 840 d'efficacité, a été retiré en fin de match pour Dennis Eldeby. Qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre-là? Le Canadien, honnêtement, pour moi, là, j'ai envie de dire, c'est un bon 9.5 sur 10. Ouais, un très bon match, honnêtement dominant du début à la fin. On a vu, c'était le premier match de Florian Jacquet, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc, lui qui a eu quand même un bon impact, tasse les gars devant le but, devant son gardien de but, quand même est capable de contrôler un petit peu à sa façon qu'est-ce qu'il peut contrôler. Donc, ça, c'était bien de son côté. Tu as mentionné Joseph Woll qui n'était pas bon. Je dirais que c'est plus au niveau statistique parce qu'honnêtement, le Canadien aurait pu marquer 8-9 buts si c'était pas de Joseph Woll qui a fait quelques arrêts plus spectaculaires. Puis devant le filet du Canadien, là, on a retrouvé un petit peu notre air d'aller, là, Jacob Dobèche qui a fait des arrêts importants. On a été solide, puis c'est ça l'important pour se retrouver là, une ligne directrice pour les gardiens de but, vraiment se réaligner un petit peu sur la bonne axe. Puis ça a poursuivi là, dans les deux matchs qui ont suivi le contre l'Utah et contre Vegas aujourd'hui. Ouais, Florian Jacquet qui a disputé son premier match contre les Leafs. Ça a été un bon match, a amené de l'énergie, une grosse bataille, a frappé, il a été a joué le jeu de Florian Jacquet. C'est pourquoi on l'a amené à Montréal, on l'a rappelé de Laval. Oui, était sur la 4e ligne avec le Rocket, mais ça reste un joueur de profondeur. Je pense pas que ça va être un gars d'étiquette top 6, mais étiquette top 9, c'est respectable pour Florian Jacquet, peut-être même 4e trio. Il est capable d'amener ce qu'on veut
qu'un gars de 4e trio nous amène, puis il l'a montré contre les Leafs. Le Canadien affrontait le Mammouth de l'Utah en direct de l'Utah mercredi dernier. Une victoire de 4-3. Le Canadien s'est fait refuser un but en début de 3e période à cause d'un hors-jeu. On est revenu par après avec 2 buts coup sur coup pour aller chercher une belle petite victoire, dont le but de Nick Suzuki qui créait l'égalité. Cédric, le Canadien a fait preuve de caractère. On l'a échappé en deuxième période où l'Utah est revenu avec 3 buts coup sur coup. Aiton, Carcone et Yamamoto qui ont eu une poussée là, pour amener l'Utah à une avance de 3-2 après 40 minutes de jeu. Le Canadien n'a pas abandonné, a été capable d'aller chercher la victoire. Jacob Debesch a signé une deuxième victoire de suite. Il a été imposant, a fait de gros arrêts, surtout en fin de rencontre. A été là, en a eu pour son argent. Il a fait les arrêts importants, 31 arrêts sur 34 lancés, 912 d'efficacité. Ce que j'ai aimé, puis je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, tu sais, il y en a, il y a Anthony Martineau là, du côté de TVA Sport qui a fait une publication là, le lendemain de la victoire contre l'Utah, puis il parlait du temps de jeu. Puis il était un peu indécis à se demander comment ça se fait que de mémoire Alexandre Carrier avait plus de temps de jeu que Lane Hutton. Puis honnêtement, j'ai été piqué parce que quand j'ai vu la différence du temps de jeu, Cédric, on parlait de 32 secondes de différence. Puis il comprenait pas pourquoi que Carrier avait 20 minutes, 1 seconde, puis que Lane Hutton en avait 19-29. Puis là, c'est rare que je réponds à ces publications-là, mais là, j'ai dit, écoute, t'es en situation de fin de match où tu veux te protéger en avance d'un but. J'ai rien contre Lane Hutton, travaillant défensivement, mais dans l'aspect où tu as besoin de faire le ménage devant le filet, non, Carrier, c'est pas le plus gros, mais bloque des shots, coupe les options de passe. Si j'ai à choisir entre Carrier et Lane Hutton en fin de match pour protéger une avance, je vais prendre Alexandre Carrier. Et c'est ce que Martin Saint-Louis a fait. Martin Saint-Louis a coupé son banc en 3e période, est allé pour la victoire. On voulait les 2 points. Puis c'est ce qui a été fait. Puis ça me fait rire parce que, comme je te dis, c'est rare que j'embarque dans ces discussions-là. Parce que souvent, tu sais comme moi, quand tu embarques dans des discussions de même, ça finit plus. Puis j'ai une partisane qui écrit en me disant « Lorsque tu as un pointeur de 70 points en Lane Hutton, tu dois l'utiliser. » Est-ce qu'on est capable, logiquement, de se dire qu'en fin de match comme ça, quand tu protèges une avance, que ton gars ait un antécédent de 70 points, on n'en a rien à faire. 70 points, ton gars est axé sur l'offensive. Lane Hutton, c'est un playmaker. C'est un gars qui est accentué sur l'offensive. Comme je dis, j'ai rien à dire sur son jeu défensif. Travaille beaucoup plus que ce que j'aurais pensé. Puis il y en a beaucoup qui n'auraient jamais pensé que Lane Hutton serait autant travaillant défensivement. C'était même les points d'interrogation qu'on avait en début de carrière dans la Ligue nationale envers Lane Hutton. On peut-tu arrêter de comparer les temps de jeu des joueurs en rapport avec les points? Les joueurs ont des responsabilités. Les joueurs ont des étiquettes. C'est dans ces situations de match-là qu'on les utilise. Des gars comme Matheson, des gars comme Jacky, des gars comme Carrier, des gars comme Schubel, des gars comme Evans, Gallagher, Anderson. C'est des gars qui ont des utilités en fin de match, en désavantage numérique, pour protéger des avances puis empêcher l'adversaire finalement de concrétiser des chances de marquer. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi ça vient me chercher. Puis tu sais, j'ai coupé ça red sec comme ça en disant Martin Saint-Louis avait une job à faire, puis c'était d'amener ses meilleurs sur la glace pour conserver cette avance. Puis au final, on repart avec les 2 points. Absolument, puis je pense que c'est un peu ça j'ai pas le mot en français, le discours autour du hockey à Montréal, c'est les gens ont des joueurs favoris, puis c'est normal. Puis moi aussi, j'ai des joueurs favoris, puis je veux pas faire de cachette à personne. Mon joueur préféré avec les Canadiens, c'est Cole Caulfield. Puis c'est sûr que quand l'équipe de l'autre bord a un filet désert, j'aimerais ça que Cole Caulfield soit à sa glace pour compter dans le filet désert pour monter son total de buts.
Mais je le sais que ça arrivera pas parce que c'est pas nécessairement Cole Caulfield qui va bloquer des lancers, comme tu dis. Tu sais, oui, encore là, c'est un peu la même histoire que Lane Hudson. Très solide défensivement, mais c'est pas ça sa première job. C'est un gars d'offensive. Puis c'est un peu. Ça me fait penser à la même histoire avec Jacky. C'est un gars qui est un 6-7e défenseur que les gens l'aiment beaucoup. Fait que dans leur tête, c'est un premier défenseur. C'est juste pas ça. Puis c'est là que tu te rends compte que c'est une maudite bonne chose qu'on ait des coachs professionnels qui coachent en Ligue nationale parce que si c'était les fans, ça irait pas bien. T'as des gars qui ont des rôles, exactement comme tu l'as dit, il y a des rôles, puis ces rôles-là sont respectés. Honnêtement, Lane Hudson, pour moi, là, quand tu regardes, je compterai pas Engstrom là, parce qu'il a joué 2 matchs. Là. Donc, tu regardes les 6 défenseurs réguliers dans le line-up en ce moment du Canadien, c'est le dernier défenseur que je mettrais dans cette situation-là. Je mets Matheson en premier, je mets Dobson en premier, je mets Carrier en premier, Jacky, Struble, puis Lane Hudson passe en dernier. Pas parce qu'il est pas bon défensivement, parce qu'il est plus petit, parce qu'il il frappe moins, il est moins physique. Il est pas là pour ça. Mais c'est exactement quand tu viens pour protéger une avance, tu veux un gars qui est plus gros, qui va bloquer plus de shots en termes de superficie, un gars qui a la technique pour bloquer des shots comme Alex Carrier, comme Arbor Jacky, puis un gars qui va être capable d'aller pousser dans le coin pour bloquer la rondelle là, comme il y a quelques matchs, le Noah Dobson puis Carrier ont fait. Tu mets les patins dans le coin puis tu bouges pas. Puis c'est des gars comme ça que tu as besoin, puis c'est pas nécessairement ça le rôle de Lane Hudson. Puis tu veux pas le fatiguer non plus à faire ça, tu sais. Si jamais je te montre une autre situation, tu sais, en milieu de match, le Canadien mène 2-0, ben Lane Hudson n'a pas besoin de jouer énormément parce que, advenant le cas où on se fait remonter puis on a besoin de lui en fin de match, ben tu as besoin qu'il soit encore un peu frais. C'est de la gestion de banc, puis moi je trouve que c'est quelque chose qu'on fait quand même relativement bien, donc je trouve ça un peu dommage quand on appelle ça des gérants d'estrade pour une bonne raison, c'est qu'ils sont dans les estrades puis pas derrière le banc, puis c'est malheureux, mais les coachs de la Ligue nationale, autant on pense qu'on ferait une bonne job à leur place, autant s'il y a une raison pourquoi c'est eux qui sont là. T'sais. Il y en avait un aujourd'hui qui se devait de performer parce que son compatriote Jacob Debesch venait d'en sortir 2 solides. Et s'il échappait ce match, j'ai l'impression qu'on aurait été un bon moment sans le revoir devant le filet. Parce qu'on sait que ses antécédents de performance sont zéro convaincants. Bon, Jacob Debesch a eu ce passage à vide-là également. Espérons là, qu'il est reparti pour de bon. Sam Montembeault aujourd'hui a été exceptionnel. 30 arrêts sur 31 lancés, 968 d'efficacité. Cédric, il a fermé la porte à de multiples reprises face aux Golden Knights. Le Canadien a pris rapidement les devants dans la rencontre. On menait 3-0 sur les Golden Knights qui ont réduit l'écart en troisième période. On a complété dans un filet désert du côté de Juraj Slafkovský en fin de troisième. Le Canadien, encore une fois, s'est accroché à son avance. La différence, c'est que j'ai envie de dire qu'on a moins été tenté de protéger. Tu sais, j'ai parlé tantôt que contre les Leafs en troisième période, on a comme arrêté la poussée offensive pour protéger. Et là, contre les Knights, on dirait qu'on se sentait plus en contrôle, donc on poursuivait l'attaque. On voulait aller dans le territoire adverse, brûler le temps. Puis ça a été payant. Cole Caulfield a connu un excellent match. Je l'ai dit, je pense qu'il y a 1 ou 2 poteaux, dont un en début de match. Suzuki a été Nick Suzuki. Malgré une passe, termine à +3. Suzuki, Caulfield, pardon, un but de passe. Slafkovský, un but de passe. Zachary Bolduc, un but de passe. Evans, un but. Matheson, une passe. Suzuki, une passe. Carrier, une passe. Texier, une passe. Parlons-en d'Alexandre Texier qui disputait son premier match. On a sorti Jared Davidson qui devrait, selon moi, après le voyage, retourner du côté de Laval. Potentiellement, peut-être Florian Jacky aussi, mais présentement, on va avoir un dilemme. Florian Jacky ou Joe Veleno, selon moi. Parce que là, faut pas oublier, puis on va y revenir, Sammy Blais a été réclamé à nouveau par le Canadien. Oui, on l'a envoyé du côté du Rocket. Mais d'après moi, là, à voir comment Joe Veleno joue présentement, si on est tenté de garder Florian Jacky, je serais pas surpris peut-être qu'on soumette Veleno en bas, puis qu'on remonte Sammy Blais en haut. À voir, point d'interrogation là-dessus, mais parle-moi globalement du match contre Vegas. Ben, juste avant que j'oublie là, mon idée par rapport à Sammy Blais et tout ça,
Selon ce que j'ai compris, là, le Canadien aurait envoyé Sami Blais à Laval parce qu'ils l'ont réclamé pendant qu'il était à l'extérieur. Donc, le faire suivre l'équipe là, à partir de Toronto, ça devenait compliqué un petit peu. Donc, c'est pour ça qu'il aurait été envoyé à Laval. Donc, ce que je pense qui va arriver, c'est que quand le Canadien va revenir à Montréal, on va rappeler Sami Blais, on va descendre Jared Davidson, puis on va faire, là, en attendant le retour des blessés, malheureusement, en ce moment, on n'a pas d'attaquant d'extra. On a Jared Davidson d'extra, dans le fond. Donc, si on envoie Davidson dans les mineurs, on rappelle Sami Blais, on va avoir juste un attaquant d'extra. Fait que, selon moi, on va garder Jacky dans le line-up tout le temps, puis on va faire une rotation entre Texier, Veleno, Blais, d'après moi. Je pense que ça va ressembler à ça. Comment t'as trouvé le match Donc, d'Alexandre Texier d'ailleurs? je pense que c'est solide. Je pense que faut pas s'attendre non plus à un game breaker. Là. Je pense que c'est un gars qui est habile avec la rondelle. Puis c'est ça que tu vas voir d'Alexandre Texier. T'sais, c'est pas un gars qui va compter 4 buts par match. C'est pas un gars qui va être excellent défensivement. C'est un gars qui remplit un trou dans l'alignement. Puis qui joue son match sans trop faire d'erreurs. Je pense que c'est un gars qui. J'ai envie de dire que ça me fait penser un peu à Joe Veleno. C'est pas un gars qui paraît tant sur la glace, mais fait pas trop d'erreurs. C'est pas un gars que tu veux te débarrasser de. C'est pas quelqu'un que tu as besoin nécessairement de remplacer tout de suite parce qu'il pose des problèmes à l'équipe. Je pense que c'est des joueurs, j'ai envie de dire, standards un peu, qui pas énormément de points positifs au niveau offensif, correct défensivement. Des joueurs responsables, dans le fond. C'est pas mal ça que je vois. C'est semblable selon moi. L'avantage que Texier a au-dessus de Veleno, c'est ses habiletés avec la rondelle, évidemment. Là, tu le vois quand il touche à la rondelle, le gars, il sait comment gérer la rondelle. On l'a vu sur la passe, pas le but de Jake Evans, mais il a failli envoyer Jake Evans en échapper un peu plus tôt dans le match. Il a envoyé une passe soulevée qui était absolument incroyable, par-dessus 2 bâtons d'assez loin. Donc, c'est un gars qui sait contrôler la rondelle. Fait que je pense que c'est ça le petit edge qu'il va avoir par-dessus Joe Veleno. Mais pour moi, c'est un peu semblable. Des gars responsables là, qui remplissent un trou dans l'alignement. Ah, les joueurs de Saint-Louis d'ailleurs là, qui l'avaient dit qu'Alexandre Texier là, avait de très bonnes habiletés niveau hockey. Donc intéressant à voir là, pour la suite du côté d'Alexandre Texier. Joe Veleno qui, t'en as parlé, là, a terminé avec 5 mises en échec ce soir. Performance respectable, a terminé à +1. Donc voilà pour Joe Veleno. Samuel Montembeault, je sais pas pour toi, mais il a paru plus gros, plus pesant devant son filet, a semblé en confiance, n'a pas eu de déplacement chancelant, n'a pas été nonchalant, suivait très bien la rondelle. Je ne sais pas si c'est parce qu'on faisait bien le ménage devant le filet, mais il a vu toutes les rondelles qu'il devait voir. Bon, oui, il y a eu un but en troisième période, peut-être qu'on aurait aimé revoir, mais encore là, performance plus que respectable du côté de Samuel Montembeault, qui, on l'espère, là, va retrouver là, son ascension. Honnêtement, j'étais prêt. Je commençais à penser à un blanchissage rendu en troisième période parce que je trouvais qu'il était vraiment en confiance. Puis que le Canadien était capable de limiter les opportunités de lancer à des lancers un peu moins dangereux en plus. Là, le but qu'on a accordé, malheureusement, c'est pas de la faute à Montembeault. Quand tu laisses un gars tout seul devant le filet avec la rondelle, c'est un peu difficile de l'arrêter. Là, le gars a eu Mark Stone a eu un 5-6 secondes tout seul avec Montembeault. Donc, évidemment, là, il a été capable de le déjouer. Donc, c'est malheureux. Mais je pense qu'il a joué un excellent match. Je pense que ça va être très, très, très bon pour sa confiance. Parce que, comme tu l'as dit, là, c'était des performances qui étaient vraiment difficiles. Puis là, on est allé chercher une grosse victoire importante dans 2 matchs en 2 jours dans l'Ouest contre une équipe, là, Vegas, qui sont quand même assez solides. On a été dominant. Puis Montembeault était une grosse partie de cette performance dominante-là du Canadien. Donc oui, je suis d'accord avec toi, là, il a semblé en confiance, il a semblé dans son élément aujourd'hui, puis il a fait quelques gros arrêts vraiment importants là, au cours du match. Hâte de voir la suite des choses et quelle décision. Ben, d'après moi, demain, ça va être Jacob Debesch, t'en penses quoi? Oui, c'est déjà confirmé, Okay. il me semble. Martin Saint-Louis a dit, mais dans un 2-en-2, là, je suis pas surpris de voir ça non plus. D'ici au prochain podcast, on a 3 matchs du côté du Canadien. Demain, alors qu'on visite les Nordiques du Colorado. Dans un match là, à allure vintage Montréal nordique. Très beau chandail d'ailleurs. Très très réussi là, par l'organisation. Ensuite, on revient du côté du Centre Bell où on va affronter les Sénateurs mardi et les Jets mercredi. Cédric, sur une possibilité de 6 points, combien le Canadien récoltera-t-il de points? J'ai envie de dire 4 parce qu'on est sur une grosse lancée, mais que Colorado perd pas vraiment souvent. Je pense que contre Ottawa, on est capable d'aller chercher cette victoire-là. Puis Winnipeg, c'est pas Ça va pas bien facile là. non plus. Connor Hellebuyck Donc, qui est blessé. Je pense que
Ouais, exactement. Donc, 2 matchs à domicile en plus. Je pense qu'on est capable d'aller chercher ces 2 matchs à domicile-là, mais demain contre Colorado, là, oui, c'est un 2-2 pour Colorado aussi, mais eux qui ont seulement une défaite en temps réglementaire à leurs 24 matchs jusqu'à date, c'est un match très, très, très difficile qui attend le Canadien demain. Je vais y aller. Je vais jouer safe avec 4. Mais je pense que le Canadien serait capable d'aller chercher un point demain au Colorado. Peut-être causer. Je pense que ça va être un match serré. Je m'attends peut-être à un 2-1, 3-2 à la limite, mais je pense pas que ça va aller plus haut. Tu l'as dit, les gardiens du côté. On donne pas beaucoup de buts là, du côté de Colorado. Mackenzie Blackwood puis Scott Wedgwood euh, ne donnent pas beaucoup de buts. Euh, on aurait peut-être jamais pensé ça de ce duo de gardiens-là, mais ils font le travail. Je pense qu'on a donné comme 3 buts à leurs 4 derniers matchs, les deux combinés. Colorado est sur une grosse lancée à ce niveau-là. Donc je m'attends à un match serré. Un point ou pas pantoute demain là, contre le Colorado, mais je pense qu'on serait capable d'aller tirer un point en surtemps. Si ça se termine en prolongation, je favoriserais le Canadien, mais si ça va en tir de barrage, je favoriserais peut-être plus l'Avalanche, puisque le Canadien, jusqu'à date, depuis le début de la saison, en tir de barrage, ça va pas. Ottawa, duel intéressant. Le Canadien, je pense qu'on va être capable de l'emporter. Puis tu l'as dit, le Winnipeg, c'est difficile. Connor Hellebuyck qui est blessé. Ça va pas du côté des Jets, donc le Canadien devrait l'emporter également. Je pense que déjà, si on revient du voyage avec 4 points sur 6, ça va être une belle récolte. Ensuite, ça va être de se concentrer pour la suite. C'était un voyage important pour le Canadien. C'est déjà mission réussie. Il faut juste poursuivre là-dessus. On a connu une mauvaise disette du côté du Canadien dans les 9 premiers matchs du mois de novembre. On semble se replacer peu à peu. C'est important parce qu'on dit souvent que le mois de novembre peut être à l'image de la suite. Le Canadien semble avoir repris le dessus. Donc, voilà. Avant de se laisser, Cédric, nouvelle de l'heure aujourd'hui. Mike Matheson, après supposément aucune négociation, là, on était convaincus de tous ceux que j'ai entendus à la radio dire qu'il n'y avait pas de négociation, que Mike Matheson ne voulait pas négocier pendant la saison. Et là, boum, Mike Matheson, 5 ans, 30 millions. Annuellement, c'est 6 millions par année. Quand on regarde un gars comme Thomas Shirley à Dallas qui a signé à 10,8 millions, on peut-tu rire des Stars de Dallas en se disant quel vol de Kent Hughes? Mike Matheson en 232 matchs avec le Canadien, c'est 141 points, 29 buts, 112 aides. Puis ce qui me fait plaisir là-dedans, Cédric, c'est qu'enfin, on n'a pas lancé des paroles en l'air du côté de Mike Matheson en disant « Ah, moi, je veux rester à Montréal. Je veux finir ma carrière à Montréal. » Puis de par après, faire « Salut, je signe ailleurs, puis je m'en vais. » Juste pour aller soutirer plus d'argent ailleurs parce qu'il sait, Mike Matheson. Il aurait pu aller chercher ce que Thomas Shirley a signé à Dallas, ou du moins près de ça. Mike Matheson aurait pu toucher, selon moi. Il y a une équipe qui aurait donné au-dessus de 9 millions. Là. Il y a quelqu'un qui aurait donné. Mais de dire que le gars a pris probablement un pay cut pour rester ici, sans dire gros. Quelles sont tes impressions sur la signature de Mike Matheson? Ben écoute, je pense que je suis d'accord avec toi que c'est un bon contrat. Je dirais pas que c'est non plus le vol de l'année. Je pense que, tu sais, Matheson n'est pas nécessairement jeune non plus, puis un 5 ans, c'est quand même un terme qui est intéressant pour lui, qui est intéressant pour le Canadien aussi, évidemment. Là, un 5 autres années de Mike Matheson, on dit pas non à ça. Je pense que le prix est vraiment juste. Je pense qu'on a frappé dans le mille pour Kent Hughes avec 6 millions par année. Évidemment qu'il aurait pu aller chercher plus sur le marché des joueurs autonomes, c'est certain. Au minimum, selon moi, sur le marché des joueurs autonomes, dépendamment de l'équipe, il aurait touché un 8 millions. Euh, Cependant, tu sais, je me mets dans. Ben, je suis pas obligé de dire dans ses souliers, je me mets dans ses patins, mettons. T'arrives au marché des joueurs autonomes, c'est qui va t'offrir ce 8-9 millions-là? Est-ce que tu as envie de signer pendant 5 ans avec les Flames pour 9 millions? Ou tu as envie de rester avec le Canadien qui commence à être compétitif, qui, d'ici la fin de ce contrat-là, devrait être en contention pour une Coupe Stanley? Si tu regardes les équipes qui ont l'argent pour signer un défenseur à cet âge-là, à 8-9 millions, c'est pas des équipes avec qui tu as nécessairement envie de signer maintenant en tant que vétéran. Du moins pas pour pour un contrat de 5 ans. Donc je pense que
Aussi, c'est un gars d'ici, il a dit qu'il voulait rester ici. Là, j'ai vu son entrevue d'après-match qui disait qu'il était content de pouvoir pas avoir à déménager ses enfants, que ses parents vont pouvoir voir les enfants plus souvent. Donc, le gars voulait rester ici. On a trouvé, selon moi, le prix, là, vraiment, c'est un bon prix pour Matheson, c'est un bon prix pour le Canadien. Donc, très content là, de ce contrat-là. Puis, j'aurais pas dit ça au même moment l'année passée. On en a parlé en long et en large la saison dernière de Mike Matheson qui faisait beaucoup d'erreurs. Ça s'est complètement arrêté cette saison. Il joue comme un défenseur de l'élite, honnêtement, des deux côtés de la patinoire. Donc, très content de cette signature-là pour moi. Très, très, très heureux. J'attendais juste ça. Parce que, honnêtement, c'est mon prochain chandail. Mike, ça fait longtemps que j'y pense. Mais là, je savais, j'attendais. S'il signait pas, ben là, just too bad. Mais là, Mike Matheson a signé. Noël s'en vient. On pourrait m'emballer un beau petit chandail de Mike Matheson, développer ça dessus du sapin. Honnêtement, là. Ouais. Mike Matheson sera mon prochain chandail. Mike Matheson, supposément dans les négociations, ce qui a peut-être tardé un peu tout ça, c'est que Kent Hughes, tu as parlé de la durée du contrat. Kent Hughes aurait voulu 4, de ce qu'on disait, 4 années. Et du côté de Mike Matheson, on en voulait 6. On est allé à mi-chemin, on s'est entendu à 5. C'est vraiment cette semaine que ça s'est intensifié entre les deux parties. On a voulu mettre fin à ces discussions. Ce qui est le fun là-dedans, c'est que malgré les discussions, Mike Matheson n'a pas changé sa façon de jouer. Tu sais, souvent, quand on voit des joueurs en négociation de contrat, ça va mal. Le joueur n'est pas 100% focus sur la game. À l'inverse, Mike Matheson était flamboyant. Et honnêtement, quand je regarde les Oilers d'Edmonton et Darnell Nurse à 9,5 millions et Evan Bouchard à 10,5, je me dis merci Kent Hughes. Parce que sérieusement, là, je sais pas pour toi, mais je prends Mike Matheson avant Darnell Nurse et même avant Evan Bouchard parce que tu as parlé des revirements. Là. Mais Evan Bouchard, mon Dieu. Mon Dieu, ce gars-là. 10,5 millions offensivement. Mais défensivement, c'est zéro. Là. C'est zéro présentement. Là. Fait que Mike Matheson, honnêtement, là, chapeau pour Kent Hughes. Chapeau à Matheson qui voulait rester ici, le prouver. Puis potentiellement, moi, je pense qu'il va terminer sa carrière ici. Son contrat l'amène à 36-37 ans. 37 ans plus exactement. Peut-être par après un contrat d'1 an ou 2, dépendant si présentement il est en santé, patineur, fluide. J'ai envie de dire qu'il est dans son pace présentement, même s'il est à 31 ans. Joue du solide hockey. Se concentre sur le 5 contre 5 et sur le piqué. Ça va très bien. On pourrait le mettre en avantage numérique si demain matin on en avait besoin. C'est stabilisé défensivement. Puis même quand il y a des turnovers, il revient immédiatement corrigé. On l'a vu à maintes et une reprises. Chapeau Kent Hughes. Le Black Friday, il en a profité. Ça a été payant. Honnêtement, belle signature. Puis là, on a un noyau intéressant du côté du Canadien. Signé à long terme. On peut parler de Caulfield, Suzuki, Slavkovski, Matheson, Dobson, Hudson, Goulet. On en a à la pelletée. Je pense qu'on a un groupe soudé du côté du Canadien de Montréal. Il nous manque ce fameux centre numéro 2. J'espère honnêtement qu'on va le voir bientôt. J'ai rien contre le fait d'attendre pour Michael Age, mais tu sais comme moi que même si tu attends 2-3 ans pour Michael Age, tu vas potentiellement devoir attendre un autre 2 ans par après, le temps qu'il se stabilise dans la LNH. Puis là, tu es comme dans ta porte d'entrée vers la Coupe Stanley. On n'est pas encore là. Mais là, on rentre dans les 7 ans de contrat de pas mal tous les gars qu'on vient de signer. C'est probablement dans cette fenêtre-là que ça va jouer. Fait que, est-ce qu'on est prêt à attendre Michael Age? Ou est-ce qu'il faut bouger maintenant? Je pense qu'honnêtement, dans cette année et l'an prochain, c'est ton deadline pour te trouver un centre numéro 2. Si les Pingouins déraillent au deadline, tu peux tenter le coup. Mais entre toi et moi, ça va être cher payé. T'as potentiellement 2 choix de premier tour, un David Reinbacher, puis
Après ça, ça va te prendre un autre espoir ou deux. Michael H, tu veux pas y toucher. Si t'enlèves Crosby de l'équation, il te reste quoi comme option? Nazem Kadri à Calgary, c'est plus de 7 millions. À 50% peut-être. À 50% de rabais. Année de contrat, je pense, moi, je prendrais pas cette chance-là. Il y a quoi, 32, 33 ans? 34 ans? 33, je pense. Ouais, c'est... Ouais. Après celle-là, Ouais. c'est beaucoup. Ryan O'Reilly, tu touches pas à ça non plus. T'as pas grand... Ben, Ryan O'Reilly à 50% peut-être cette année. Fini à la fin de la saison. Fait que si jamais ça marche pas, ben au pire, ça marche pas pour la moitié de la saison. Ouais. Le seul point que j'ai présentement, c'est peut-être que je vois les Canadiens meilleurs qu'ils sont. Mais j'ai l'impression que depuis qu'on a remanié les deux premiers trios, je me demande si ça presse tant que ça. Il y a beaucoup de chimie qui s'est créée entre Demidov et Kapanen, selon moi. Est-ce que Là, Kapanen peut être ton deuxième centre? Ben, c'est ça que je me demande, honnêtement. Parce que là, tu vois Kapanen et Demidov qui jouent ensemble depuis le début de la saison, qui se créent de la chimie. Les gars commencent à savoir où est-ce qu'ils sont en zone offensive. Puis là, tu rajoutes Slavkovski qui, selon moi, depuis qu'il est arrivé sur ce deuxième trio-là, joue pas mal son meilleur hockey. Du moins avec la rondelle, honnêtement. Avait-il trop de pression sur la première ligne? J'ai l'impression que c'était l'idée qu'il fallait qu'il suive un des meilleurs duos de la Ligue. Il le faisait quand même relativement bien. Là, ce trio-là était quand même un des meilleurs trios de la Ligue nationale. Mais là, maintenant, c'est rendu lui le plus vieux sur son trio. C'est rendu lui qui gère un petit peu plus la rondelle. On l'a vu, là. Je l'ai jamais vu ça fait 3 saisons qu'il joue avec le Canadien complète, plus le début de celle-ci. En 3 saisons sur le premier trio, je l'ai jamais vu rentrer avec la rondelle. Et là, en 2 matchs, il rentre à profusion avec la rondelle tout le temps. Puis c'est intéressant de voir Slavkovski là. Puis c'est là que je me mets à me demander, est-ce qu'on n'a pas déjà un deuxième trio avec ça? On a placé Bolduc sur le premier trio, ça va super bien, donc je ne l'enlèverai pas de là. Donc le premier trio est fait. Deuxième trio, après avoir descendu Slavkovski, la chimie se crée, je trouve que ça va quand même bien. Est-ce qu'on est prêt à sacrifier ça? Est-ce qu'on est prêt à sacrifier du futur, prendre une chance de briser un trio qui marche bien? C'est sûr qu'on est encore loin là, de la date limite des transactions, c'est au mois de mars. Donc, il y a encore du temps de voir est-ce que Kapanen, ça va ralentir? Est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui vont se rendre disponibles? Est-ce qu'il y a d'autres échanges qui vont être faits qui vont permettre quelque chose? Mais tu sais, on en parlait la semaine dernière. Aller chercher un gardien de but, c'était une option pour le Canadien parce que ça allait pas bien. Puis là, finalement, on se retrouve aujourd'hui. Puis je te dirais que si on échange pour un gardien de but, c'est une mauvaise idée. Donc, des fois, d'être patient, ça paye. Donc, je pense que vraiment, on va avoir une idée plus précise là, après avoir passé la nouvelle année au mois de janvier. Je pense que ça va commencer à se concrétiser pas mal plus sur ce que le Canadien veut faire. Je pense qu'on n'a pas besoin de bouger tout de suite en ce moment. En plus, avant le début de la saison, je t'aurais dit que la division Atlantique, c'est la division la plus forte de la Ligue. Finalement, c'est pas tout à fait enligné pour ça. Là, on retrouve dans les 4 pires équipes de l'Est, il y en a 4 que c'est l'Atlantique. Là, en ce moment, Buffalo, Toronto, Floride, puis les Red Wings là, se ramassent un peu dans les bas-fonds de la section Ouest. Donc, je pense que l'idée pour le Canadien en ce moment, c'est d'attendre. Puis, au niveau des choix, Kadri, j'y toucherais pas. Ryan O'Reilly, j'y penserais. Et Crosby, évidemment, là, on en parlait avant le début de la saison. C'est le choix, le rêve. Mais je pense pas qu'il soit disponible. Je n'y pense pas non plus. Mesdames, messieurs, ce soir, c'était l'édition du 28 novembre 2025. 2 segments étaient à l'affiche, celui de la NFL de 20h à 20h30 et celui 100% LNH, 100% CH de 20h30 à 21h13 minutes. On se laisse, mesdames, messieurs, et on se dit à la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de votre échec avant. Et je vous laisse en vous disant que le dernier chandail rouge que j'ai porté avant celui de Demidov, c'était celui du prolifique Alex Galchenyuk. Passez une excellente fin de soirée à tous. Cédric, merci d'avoir été là. Merci à toi. On n'en reverra plus Alex Galchenyuk, c'est terminé. Écoute, j'en ai 2 chandails de Alex Galchenyuk chez nous. Eh boy, moi je l'ai plus, il est brûlé. Mesdames, messieurs, on se dit à la semaine prochaine. Salut, ciao. C'est l'échec avant où le sport s'anime. Des débats passionnés, des moments sublimes. Du hockey, de la NHL au touchdown de la NFL. On vit chaque instant, on brille intensément. Les statistiques en main, on décrypte chaque jeu. Des frappes de la MLB au but ambitieux. La MLS qui monte la CFL en force.
Chaque discipline nourrit nos échanges, nos ressources. C'est plus qu'un micro, c'est un rendez-vous. Une équipe, une passion, un esprit fou. On plonge dans les faits, on questionne, on apprend. L'échec avant, c'est le sport